Bonsoir à tous et à tous, merci d'être avec nous. Les titres à développer dans quelques instants. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo a été reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'agissait d'évoquer le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale et endossé par le gouvernement ivoirien. L'institution se dit satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes. Des panels et conférences, des échanges B2B, un tournoi de football, un cross populaire, sans oublier l'attraction la plus attendue, des concerts d'artistes de renom, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, lancé ce mardi par la première dame Dominique Ouattara, la première dame marraine de l'événement, dont le thème est lié à la santé mentale des jeunes. Et puis en Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement d'un immeuble dans la ville de Georges la semaine dernière s'est alourdi à 32 morts ce mardi, alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres et que 19 personnes sont toujours portées disparues plus d'une semaine après l'incident. Et on démarre à la prémature. La directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo a été reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'agissait d'évoquer le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale et endossé par le gouvernement ivoirien. L'institution se dit satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes sur la question et entend accompagner le gouvernement. Alexis Ouedraogo. Face à la brutalité des changements climatiques, le groupe de la Banque mondiale travaille à soutenir ses pays clients afin qu'ils soient préparés à entamer leur transition décarbonée et prêts à bâtir des économies climato-intelligentes, vertes, résilientes et inclusives. Vendredi à la primature, la directrice des opérations de la banque a été reçue par le Premier ministre sur le rapport développement et changement climatique préparé par l'institution. Comment on fait ce passage qui se fait à travers 3 piliers qui se parlent. Le premier, c'est la gouvernance, de comment est-ce que le pays peut se préparer pour vraiment lier les questions de développement au changement climatique, parce que les deux sont liés. La question des politiques. Et si vous prenez les bonnes politiques, c'est alors le troisième élément, le financement. À cause des politiques prises par le gouvernement, il y a vraiment un engouement pour même faire des financements innovants dans ce pays qui peut-être portera l'exemple pour tout le continent. La banque se dit satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes sur la question et on l'accompagner dans la mise en œuvre concrète de ce programme. On est très satisfait de comment notre programme s'exécute ici. On peut toujours faire mieux, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on cherche? On veut que le peuple sente l'impact de ce que le gouvernement fait avec l'appui des bailleurs comme nous. Et on peut le sentir ici en Côte d'Ivoire, mais on va continuer parce que le chemin qu'on a, il nous demande d'aller plus vite. La directrice salue les actions menées par la Côte d'Ivoire. Pour elle, le pays compte parmi ceux avec les meilleures pratiques de gouvernance à ce jour. Et c'est un signe que le pays est sur la bonne voie. Il accueille des événements culturels de renommée internationale. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo est lancé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Le FEMUA 16 a lieu à Marcory et à Ferkessédougou. Des concerts avec des artistes qui écument les grandes scènes mondiales sont annoncés. Mama Traoré. Quand Dominique Ouattara visite le village d'Anoumabo, difficile de ne pas évoquer comme objet la tenue du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est le cas ce mardi où la première dame vient lancer la 16e édition de ce grand rendez-vous culturel qui égaye la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde depuis bien d'années. La première dame nous fait l'honneur de venir une énième fois aujourd'hui à Anoumabo pour apporter encore son soutien aux 4 magiciens qui ont honoré Anoumabo et qui ont hissé Abidjan et la Côte d'Ivoire sous le toit du monde grâce au FEMUA. Les 4 magiciens, en référence à Magic System, ce célèbre groupe d'artistes né sur le sol d'Anoumabo dans les années 90 et mondialement connu aujourd'hui, est l'initiateur de ce festival de renom. Ici, il est d'ailleurs difficile de circuler sans rencontrer leurs traces. Outre les concerts géants et les panels à l'affiche, ce FEMUA 16 se penchera cette année sur la thématique de la santé mentale des jeunes.
Nous partageons en effet la conviction que la musique, en raison de son caractère populaire et la spécificité de son lyrisme, reste un vecteur incontournable qui peut aider à surmonter la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, contribuant ainsi à la transformation sociale. Je voudrais par conséquent lancer un appel afin que soit tissée autour de la santé mentale des jeunes une synergie d'action et une chaîne de solidarité. Rendez-vous culturel porté sur les actions sociales, le FEMUA œuvre également au renforcement des relations bilatérales. Cette année, la Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur. Le FEMUA va permettre de redynamiser les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je salue pour cela les efforts déployés par le groupe Magic System et son lead vocal Salif Traoré, qui nous ont offert cette occasion pour faire connaître aux Ivoiriens et autres Africains présents à Abidjan la richesse patrimoine culturel de notre pays. En tant que ministre de la Culture et de la Francophonie, je félicite également tous les membres du groupe Magic System, Manaja, Tino, Goudé, pour votre engagement pour la promotion de la culture urbaine. Grâce à votre vision, à votre détermination, le FEMUA est devenu un rendez-vous incontournable qui célèbre la musique, la créativité et le dynamisme de notre continent. Les artistes de 4 coins du monde seront sur nos scènes. La magie de la musique va encore opérer. Marraine institutionnelle de l'événement, la première dame Dominique Ouattara se dit fière du puissant instrument de développement socio-économique qu'est devenu le FEMUA. La question de la santé mentale des jeunes est une grande préoccupation aujourd'hui dans de nombreux pays occidentaux, mais aussi africains. Il est donc essentiel que nous nous mobilisions pour soutenir ceux qui souffrent en silence et leur apporter des solutions et une assistance efficace. Les stigmates qui entourent la santé mentale sont nombreux et les victimes sont souvent incomprises et isolées. Il est de ce fait primordial de créer un environnement bienveillant où nos jeunes qui souffrent de dépression se sentent soutenus, assistés et pris en charge. C'est aussi en cela que je salue l'initiative de la Fondation Magic System de se pencher sur cette question peu connue afin d'y trouver des recours et des solutions adaptées à notre environnement. Al-Salfo, Manaja, Goudé et Tino, vous êtes de dignes ambassadeurs de notre pays. Et la marraine que je suis est très fière de vous et de ce que vous réalisez dans les domaines artistiques, culturels, ainsi que dans le social pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Je vous encourage à continuer à mener des actions significatives en faveur de notre jeunesse, comme vous l'avez si bien fait. Parce que chaque FEMUA rime avec la naissance de nouvelles écoles, ce chapitre 16 prévoit d'en construire une à San Pedro et une autre à Jacquesville dans un an. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le festival de musique. Au Maroc, c'est celui du cinéma qui bat son plein au complexe culturel Mohamed VI. Ce lundi, 2 films ivoiriens en compétition pour les prix du meilleur court et long métrage ont été projetés. Le silence des lames et Taxi Warren, apprécié par le public. C'est ce que nous apprend notre envoyé spécial, Jean-Marc Adjadji. Calme et concentration sont de mise à la cinémathèque du complexe culturel Mohamed VI de Koribga. Le cinéma ivoirien est à l'honneur pour cette 2e journée de projection des films en compétition à l'occasion du Festival international du cinéma africain de Koribga. Taxi Warren, le long métrage du réalisateur O. Assi et le court métrage Le silence des lames de Jean-Marie Guéassemaé sont présentés aux amateurs et professionnels du 7e art. Durant 120 minutes, le public se laisse emballer par Jimmy Zambi, chef de service informatique d'une entreprise de la place. Au lieu d'investir dans la scolarisation de ses enfants, il se projette dans le domaine du transport et achète un véhicule de seconde main. Un long métrage plein d'embuscades. Il n'y a pas de drame. Il y a une évolution. Pour la 2e séance de projection, le silence des yeux des spectateurs a fait place au silence des lames du jeune réalisateur Jean-Marie Guéassemaé. Une fillette est menacée par un groupe de femmes voulant la faire passer par la loi de la tradition en l'excisant. Se sentant en danger,
Elle trouve refuge chez son maître d'école qui ne pourra la protéger longtemps. Le choix de la thématique africaine fut respecté par les jeunes réalisateurs ivoiriens. Leur fiction sut captiver l'attention des festivaliers de Koribga. J'ai beaucoup aimé les plongées. Les plongées qui signifient que les êtres humains sont écrasés sous le poids de cette autorité. Ce qui m'a bien impressionné, c'est la capacité des acteurs à incarner la personnalité, le scénario aussi et les problèmes, surtout les problèmes et le vécu quotidien. Le FICAC est une opportunité pour promouvoir le lien entre l'esthétique, le cinéma africain en général et ivoirien en particulier. Le bonheur d'un cinéaste, quand il fait un film, c'est de permettre aux gens de voir le film. Donc déjà, nous, on est honorés de porter le film vers un public plus large. Cette chaleur-là que le public a dégagée après la projection de ce film-là, pour nous, pour moi et pour mon équipe, pour nous, c'est vraiment une récompense. Taxi Warren et Le Silence des lames sont respectivement en compétition pour les prix dans les catégories meilleur long métrage et meilleur court métrage. Ces fictions seront soumises à un jury de 8 membres au total pour les 2 récompenses. Rendons-nous à plus de 660 km au Ghana, pour être précis. Le roi des Ashanti, Osei Tutu II, a célébré son 25e anniversaire de règne ce dimanche au Palais Royal à Kumasi, au Ghana. Invité spécial à cette cérémonie, le président Alassane Ouattara s'est fait représenter par une forte délégation. On voit cela avec Michel Digré. Le palais royal Mani à Kumasi au Ghana s'est réveillé ce dimanche matin au son des tam-tam, tambours et grelots. Après 25 ans de règne, le roi des Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II, a voulu marquer ce jubilé d'argent à travers ses festivités en présence de plusieurs convives venus des 4 coins du monde et du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. C'est le 26 avril 1999 que le roi des Ashanti, Barima Kwaku Doua, comme on l'appelait à l'époque, a été intronisé. Il devient Otumfuo Osei Tutu II. Après son intronisation, il est le descendant direct du fondateur du royaume Ashanti au XVIIe siècle, Osei Tutu I. La délégation ivoirienne qui représentait le président Alassane Ouattara est conduite par Sa Majesté Amonta Noé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel. À tour de rôle, les différentes délégations et convives ont présenté leur civilité au roi. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou-Adom et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Tano Asielo, ont félicité le roi Osei Tutu II pour ses 25 ans de règne. Nous avons été l'objet d'attention prévalente particulière à la dimension, d'une part, des relations personnelles que le président Alassane Ouattara entretient avec son frère et ami, le président Nana Akufo-Addo, et d'autre part, de l'affection que lui porte le roi des Ashanti. C'est un jalon de plus sur le terrain de la longue amitié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ne cesse de se solidifier. La délégation ivoirienne a été reçue en audience par le roi des Ashanti. Elle a présenté les dons du président Alassane Ouattara, invité spécial des festivités. La fête s'est très bien passée. Et nous avons vu tout un peuple heureux de se retrouver avec son roi, qui lui a souhaité de vivre encore longtemps pour continuer à faire progresser le royaume Ashanti. Avant de quitter le sol ghanéen, la délégation ivoirienne a rencontré le président Nana Akufo-Addo pour lui porter un message de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. L'Arménie célèbre la journée internationale de la désertification et de la sécheresse. Le ministre arménien de l'Environnement en a profité pour présenter la situation et les actions à mener. Invité spécial à cette célébration, le président de la COP15, Alain Richard Domaï. Grâce-Kando. Au plan mondial, 40% des sols sont dégradés et affectent 4 milliards de la population. Et d'ici à 2050, si rien n'est fait, des millions de personnes connaîtront l'immigration, selon des experts du domaine de l'environnement. Un phénomène qui n'épargne pas l'Arménie, dont 70% du territoire est touché
par la désertification et la sécheresse. L'Arménie est un pays où, dans le sens négatif, on a beaucoup de dégradation de sol. Et je voudrais bien dire que la situation ne s'améliore pas, ça devient de plus en plus problématique parce qu'on est catégorisé comme un pays assez vulnérable en ce qui concerne la dégradation de sol. La journée internationale de lutte contre la désertification, célébrée ce mardi par anticipation, a été l'occasion de présenter les actions menées. On est parti de cette convention et comme membre, on a alors travaillé sur la restauration des forêts, avec les réservoirs, avec la gestion d'eau, avec beaucoup de changements qui sont nécessaires pour trouver les solutions aux problèmes de dégradation des sols qui deviennent de plus en plus graves. Et aussi, on a des buts qu'on doit atteindre jusqu'à 2030. Et avant 2030, on espère qu'on aura la possibilité de les achever avec nos partenaires. Invité spécial à cette célébration, le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, a salué les efforts fournis par l'Arménie en matière de lutte contre la désertification avant de faire des propositions. Une coopération internationale est nécessaire pour échanger les bonnes pratiques, mais aussi pour permettre les financements plus aisés des projets. Mais aujourd'hui, l'Arménie a pu mettre en place une stratégie et une planification. Et nous avons pu constater à quel point le travail de conscientisation sur la dégradation des sols et la lutte qu'il faut mener a été faite dès le plus jeune âge. Nous avons pu constater qu'il y a une sensibilisation énorme, une prise en compte au niveau du gouvernement, ici même, pour que des actions spécifiques soient menées dans la lutte contre la dégradation des sols et la désertification. Après la cérémonie officielle de la Journée internationale de lutte contre la désertification, cap a été mis sur Erastam, à 45 km de la capitale arménienne, pour une visite de pépinière et une opération de planting d'arbres. Les pépinières qui nous ont été montrées sont des pépinières qui utilisent un système durable, pas de sachets plastiques, mais des alvéoles qui sont assez grandes, qui permettent le développement des racines et donc qui garantissent la fiabilité du planting et surtout la survie ou la vie de l'arbre. Ils ont un objectif de planter 5% de plus du couvert forestier ici, avec un objectif jusqu'à 2050. C'est un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire où nous avons un objectif de monter de 10% à 20% donc du couvert forestier d'ici à 2030. Le président de la COP15 invite les populations à un changement de comportement afin de lutter efficacement contre la désertification et la sécheresse. Et on en vient à ce communiqué émanant du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il est lu par Herman Guivet. Communiqué du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Il nous est donné de constater que des personnes morales et physiques s'adonnent à des activités de remblayage et de dragage anarchiques sur le plan d'eau lagunaire et brillé sans se conformer aux normes environnementales, causant ainsi d'importants dégâts, notamment le rétrécissement de la surface lagunaire, les difficultés de navigation, la déstructuration des écosystèmes marins et pluvio-lagunaires, la menace sur la pêche et le risque de contamination de la nappe phréatique. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique rappelle que la loi numéro 2023-900 du 23 novembre 2023 portant code de l'environnement, la loi numéro 378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral ivoirien, ainsi que le décret numéro 2019-591 du 3 juillet 2019 relatif au remblayage, aux aménagements des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures, établissent respectivement l'interdiction de toute construction sur le domaine public lagunaire, le remblayage des rivages de la mer et voies d'eau intérieures, ainsi que les travaux d'aménagement susceptibles de modifier l'aspect naturel de ces milieux récepteurs. Par conséquent, les personnes morales et physiques concernées sont appelées à cesser immédiatement toute activité de remblayage et de dragage sur la lagune ébriée à compter de la date de publication du présent communiqué. Tout contrevenant à cette mesure s'expose aux sanctions prévues par le Code de l'environnement en ses articles 232,
235 et 246 qui prévoient des amendes allant de 1 million à 1 milliard de francs CFA, sans exclusion de poursuites pénales. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en appelle au civisme environnemental, car la protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. Article 18 du Code de l'environnement. Pour toute information complémentaire, le Centre ivoirien anti-pollution, SIAPOL, et l'Agence nationale de l'environnement, l'ANDE, se tiennent disponibles au contact suivant 27 20 22 54 44 et 27 22 46 75 90. Ce communiqué tient lieu de mesures de suspension des activités de remblayage et de dragage sur la lagune Ébrié. Parlons à présent de cajou pour la campagne qui a démarré en février. La Côte d'Ivoire atteint une production de 1 300 000 tonnes. Alors que les acteurs sont à pied d'œuvre, des obstacles se dressent sur le chemin. Les problématiques liées à la qualité des noix restent prégnantes, tout comme à la fuite des cajous hors des frontières ivoiriennes. On voit cela dans notre dossier EcoPlus avec Soro Corona. La campagne de commercialisation au titre de l'année 2024 se déroule bien avec pour objectif 1,30 million de tonnes. En 2020, le béret a fait 136 000 tonnes. En 2021, 160 000 tonnes. En 2022, 170 000 tonnes. Et en 2023, 180 000 tonnes. Et en 2024, à ce jour, nous sommes déjà autour de 135 000 tonnes. Donc nous progressons. Pour relever le défi de la qualité, le Conseil du coton et de la NACAD met les bouchées doubles avec son partenaire, la NADER, à travers les sensibilisations sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. À la récolte, il faut laisser tomber les fruits de l'arbre et après, le producteur passe pour faire le ramassage chaque 2 jours. Après ce ramassage, on passe maintenant à la séparation parce qu'il y a la pomme dans le fruit, il y a la pomme et il y a la noix. Au niveau d'ici, nous sommes vraiment plus orientés vers la noix. Donc, on la sépare à l'aide des ficelles. Ça, normalement, dans les champs écoles, nous apprenons ça à nos producteurs. Il faut passer maintenant au séchage. Comment sécher? Il faut pouvoir les sécher sur des clairs. Ça permet à la noix dans la NACAD de vraiment mieux sécher. Parce que quand c'est sur le sol, il y a cette chaleur-là, le soleil qui fait son travail. Mais par contre, le sol emmagasine la chaleur. Le pari de la qualité est gagné par des sociétés coopératives qui mettent un point d'honneur sur le ramassage, la séparation du grain de la pomme à la ficelle et le séchage. Nos produits sont récoltés avec des ficelles et c'est séché sur des clairs. Ça, c'est le fruit d'une bonne formation d'une société coopérative, en tout cas qui a été instruit avec l'ANADER. La lutte contre la fuite des productions vers les pays frontaliers s'est accrue afin d'augmenter la production nationale. Nous avons en place des comités d'éveil efficaces qui nous permettent vraiment d'éradiquer ce problème. Avec la sensibilisation, avec les actions que nous menons sur le terrain, aujourd'hui, on peut dire que ce phénomène est en train de vraiment être éradiqué dans le Angola. Il a intercepté 6 camions que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. C'est plus que ça. Voilà, mais c'est 6 camions que moi-même j'ai vu de mes propres yeux qui partaient au Ghana. Donc le travail qu'il a abattu avec le concours des forces de l'ordre, vraiment ça nous a un peu soulagés parce qu'on arrive maintenant à travailler dans la zone d'Abakala, sinon ce n'était pas facile. Le gouvernement également a pris des textes. L'ordonnance 2018-437 du 3 mai 2018 qui réprime tout ce qui s'adonne à la commercialisation et l'exploitation illicite de nos noix de cajou. Quand vous n'avez pas la qualité d'acheter les noix de cajou, cette ordonnance-là vous sanctionne. Quand vous faites l'exploitation illicite des noix de cajou, également cette ordonnance vous sanctionne. Outre les ordonnances, un système de convoyage a vu le jour dans la région du Gontougou. Quand les camions prennent la voie nationale pour Abidjan, il y a certains camions qui simulent des pannes et lorsqu'il n'y a personne, ces camions-là prennent une des voies de sortie pour se retrouver de l'autre côté de la frontière. Donc, bien évidemment, cet exercice est le bienvenu pour véritablement les canaliser jusqu'à destination au port d'Abidjan, San Pedro ou dans les autres villes où il y a les unités de transformation.
Pour ce mois de mai, le prix Borchamp de la noix du cajou flambe. La campagne a commencé dans le handball avec un prix de 275. Au jour d'aujourd'hui, le prix Borchamp varie entre 300 et 325 francs. Dû au fait que le handball regorge quand même la qualité et donc les acheteurs affluent dans la zone pour se faire une belle part en termes de quantité de cette production. L'anacarde est devenue la principale culture de rente du nord du pays, surpassant même le coton. La filière anacarde offre 15 000 emplois directs et environ 1 million de personnes, dont 90% des femmes, travaillent pendant la campagne de commercialisation. Notre travail là, nous on trie les anacardes. Ce qui est cassé là, il y a eu dedans. On enlève ce qui est pourri là, on enlève. On peut ramasser au moins 500 sacs, 300 sacs par jour. Chacun peut avoir au moins 250 000 sur lui, chaque femme. L'anacarde contribue à 9% du produit intérieur brut ivoirien. La transformation locale reste aussi un autre défi à relever. Seulement 30% de la production est transformée en Côte d'Ivoire. Voilà, campagne cajou, le défi de la qualité et de la fuite des productions, un sujet signé Soro Corona. Et puis il faut savoir que l'État vient d'ailleurs de suspendre les exportations de noix brutes de cajou. Il s'agit de donner de la vigueur à la transformation locale, option choisie par le gouvernement pour accroître les revenus des producteurs et surtout assurer la viabilité de toute la chaîne des valeurs du cajou. Jetons un coup d'œil à présent sur la rencontre entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et le collectif des chefs traditionnels du village Akié. On voit cela avec Khalid Diomandi. Que de bonnes nouvelles à cette première rencontre entre le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan et le collectif des chefs des 59 villages Akié. Au nom du président de la République, Ibrahima Cissé Bakongo annonce des dons de véhicules et de téléphones mobiles à l'endroit des chefs traditionnels Atchan et Akié. Donc le président nous a instruit de répondre positivement à une doléance, à savoir que les chefs puissent avoir des véhicules de fonction. Donc ça fait 90 véhicules, 60 pour les chefs Atchan et 30 pour les chefs Akié. Ensuite, 90 téléphones. Une dotation de 50 000 francs de carburant pour chaque chef. Et puis, une assurance, c'est assurance maladie. Peut-il avoir des nouvelles aussi excitantes, aussi palpitantes et aussi bonnes que celles que vous venez de nous livrer? Nos parents à qui me chargent donc de vous dire qu'ils sont fiers de vous et vous accordent sans retenue, par ma modeste voix, toutes leurs riches bénédictions. Après avoir fait des heureux, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan profite pour expliciter sa feuille de route. Donc le président m'a demandé que pendant que la ville se développe, moi je fais en sorte que le désordre diminue si on ne peut pas le supprimer totalement. Ensuite, l'assainissement. Je ne suis pas venu casser et puis partir. On fait vraiment en sorte que tout ce que nous faisons ait un visage humain. Je suis venu en gros pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Les têtes couronnées Akié se sont engagées à prêter main forte à Ibrahima Cissé Bakongo pour la réussite de ses missions. Ils ont également offert des présents pour marquer leur gratitude suite aux largesses du chef de l'État Alassane Ouattara. La remise officielle des véhicules se fera dans le courant du mois de mai 2024. Direction la région du Bafing qui bénéficie de 2 châteaux d'eau pour les localités de Niokoso et Booko. Un don du député maire de Touba remis aux populations par le ministre Moussa Sanogo. Léon Bro. Plus aucun recours au marigot ou au puits ici à Booko. Ce château d'eau et ses 8 km de canalisation fournissent désormais 50 mètres cubes, soit 50 000 litres d'eau potable par jour aux populations de cette commune. Pareil avec cet autre château d'eau à Niokoso, toujours dans la région du Bafing. Il arrivait des périodes de l'année où on n'avait même plus d'eau dans ce cours d'eau-là. Mais aujourd'hui, avec le château, tu tournes un robinet, tu as de l'eau. Du chemin a été parcouru. Le ministre Moussa Sanogo, grâce à qui nous avons bénéficié de 15 pompes amortisseurs humains dans 15 villages. Et c'est au niveau de la ville de Boko qu'il y avait la difficulté. Et aujourd'hui, cette question a été réglée grâce à lui. Vraiment, nous disons merci. Boko et Niokoso reconnaissant au ministre Moussa Sanogo qui répond ainsi à une promesse faite aux populations d'aider à la réalisation de ces châteaux d'eau
pour leur donner leur part du développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Le député maire de Touba invite plutôt à reconnaître ce bienfait au chef de l'État. Le courant, c'était compliqué. La route, c'était difficile. L'eau, il n'y en avait pas. Mais bon corps aujourd'hui, avec du courant. Avec le goudron qui va venir jusqu'ici, bon corps. Avec l'eau potable, la meilleure façon pour Bocor de dire merci au président de la République et de nous permettre, nous tous, d'avoir la tête haute, c'est que tout le monde à Bocor se lève pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Avant Boko et Nyokoso, premier conseil municipal de Touba, le ministre Moussa Sanogo remet aux jeunes des bons de permis de conduire et aux chefs de quartier des registres d'état civil. Il s'agit de booster l'autonomisation des jeunes et les déclarations de naissance à Touba. C'est la marche vers la modernisation et l'autonomisation. Nous devons être capables de nous prendre en charge, nous devons être capables de déployer davantage d'efforts pour mobiliser suffisamment de ressources propres, de corriger les imperfections notées dans la région, par exemple la problématique des actes de naissance qui manquent. La délocalisation du conseil municipal dans les quartiers, comme pour le maire d'impliquer davantage les populations à la gestion de la cité de Touba. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, en Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement d'un immeuble dans la ville de George la semaine dernière s'est alourdi à 32 morts ce mardi, alors que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres et que 19 personnes sont toujours portées disparues. Plus d'une semaine après l'incident, les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que seules 6 des personnes tuées sur le chantier avaient été identifiées jusqu'à présent, les autorités ayant du mal à obtenir des noms exacts. La dernière personne à avoir été secourue a été extraite des décombres le week-end dernier, dans ce que le Premier ministre de la province de Cap-Occidental a qualifié de miracle 5 jours après la catastrophe. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Dieu nous garde. Bonsoir.